Allez, on va commencer bien sûr avec la 28e journée de Ligue 1 et l'excellente opération pour les 3 premiers du classement. Lille, le Paris Saint-Germain et Lyon qui se sont tous les 3 imposés. Et au classement, regardez, Lille possède toujours 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 3 sur Lyon. Mauvaise opération pour Monaco qui est désormais à 4 points du podium après sa défaite face à Strasbourg. Alors Lille, le Paris Saint-Germain et Lyon, qui vous a fait la plus forte impression hier soir? C'est le LOSC pour Giovanni Castaldi. À choisir, bah oui, c'est Lille. C'est Lille également. Tout le monde ne choisit pas. Sébastien Tarago, bah si, il faut choisir. Lille, Thibaut Vézirian, le Barça pour Raphaël Sebaoun. Peut-être au Lyon. Eh oui, pour Olivier Rouillet et personne pour Vincent Duluc. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? On a vécu un truc incroyable hier tout de même. Non, mais le scénario était incroyable, mais la qualité de jeu était incertaine. Ouais. Mais après, c'est vrai que dans l'enchaînement des matchs, c'est une période où, paradoxalement, personne n'a vraiment joué un seul match par semaine, même ceux qui ne sont pas en Coupe d'Europe. Donc, il y a sans doute un peu de difficulté de maintenir une vraie qualité, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. On sait bien que Lille est un peu moins bien en ce moment. On voit bien que Lyon n'a jamais retrouvé sa maîtrise et son brio de novembre-décembre et qui joue une demi-heure ou au mieux une mi-temps par match. Et puis le PSG, quand même, est juste moyen actuellement. Donc, mais voilà. Ils avaient énormément d'absents, quand même. Et en plus, ils avaient beaucoup d'absents. Mais du coup, l'un dans l'autre, il n'y a pas une équipe dont je me sois dit, pour des raisons de jeu, ils vont être champions. En revanche, évidemment, quand Lille marque à la 90e, on se dit tous, ils vont être champions. Mais c'est parce qu'ils marquent à la 90e, c'est pas parce qu'ils sont bons dans le jeu. Justement, est-ce que Lille, c'est pas un peu la chance du champion hier, Giovanni Castaldi, c'est ce qu'on s'est tous dit en voyant Jonathan David marquer. Mais sur l'ensemble du match, on peut pas appeler ça de la chance pour le coup, parce que s'il y a 2-0 après l'heure de jeu, c'est totalement mérité. Je trouve que Lille a été en difficulté ces dernières semaines, mais hier, j'ai retrouvé un peu un Lille un petit peu plus séduisant dans le jeu, avec un bon Jonathan David. C'est vrai qu'Yazice a raté sa rencontre, mais Ikoné revient bien. Il y a Renato Sanchez qui revient de blessure. Donc j'ai trouvé, par rapport au match face à Strasbourg ou à Brest, un Lille de nouveau un petit peu plus intéressant collectivement et offensivement, au contraire de Monaco qui a été vraiment catastrophique hier. Lyon, mais le match Lyon-Rennes, c'était soporifique. J'ai vraiment pas apprécié cette rencontre. Et Bordeaux-Paris, effectivement, Paris, beaucoup d'absents. Mais hier, il y a une équipe, je trouve, dans ces 4 prétendants au titre, qui a fait une belle prestation, et c'est le LOSC. Et cette équipe du LOSC, alors une petite nouveauté depuis le match nul face à Strasbourg, c'est qu'elle prend des points dans les derniers instants des matchs, dans le temps additionnel. C'est désormais 4 points pris sur les 2 dernières journées par le LOSC. Hier, donc, ils prennent 3 points face à leur adversaire. 62 points pris, désormais, c'est leur meilleur total dans leur histoire à ce stade de la compétition. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront champions. Et puis, il y a cette série, voilà, ils sont invaincus depuis 10 matchs sur les 10 dernières journées de Ligue 1, les Lillois. Voilà, hier, évidemment, Christophe Galtier est revenu, bien sûr, sur la victoire de Lille et sur la lutte pour le titre. Écoutez. C'est un parcours exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier, avoir autant de points à ce moment-là. J'ai suivi le match, les résultats de Lyon avant notre match. Et évidemment, ça vous met une pression supplémentaire. Après, pour la course au titre, on est encore loin. Mais on est là. Le petit sourire de Christophe Galtier, on est encore loin, mais on est là. C'est l'équipe qui vous fait la plus forte impression, Sébastien, parmi les 3? Non, mais ce qui a été dit est tout à fait juste. En ce moment, il n'y a pas grand monde qui impressionne. Alors le Paris Saint-Germain a tellement d'absents qu'on se dit que ça peut venir, mais même quand tout le monde était là... Ils sont habitués, le PSG, ils ont peut-être... Voilà, ils sont habitués à ça. Même quand tout le monde était là, c'était quand même pas flamboyant en championnat. Donc voilà, mais Lille, dans une période difficile... D'aller gagner ce match hier, c'est quand même pas rien, et ça m'impressionne pas dans le jeu, mais ça m'impressionne dans la force de caractère, ça m'impressionne dans la gestion de l'effectif et dans la densité de l'effectif, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a du monde dans cette équipe, que il peut y avoir quelques absents, il peut y avoir du turnover sans que ça implique trop de défaillances dans cette formation. Voilà, c'est pour ça que je choisis Lille, mais par défaut, évidemment, par défaut. Mais encore une fois, le calendrier est fou. Faut le rappeler parce que le championnat il est en retard par rapport à la saison passée, une saison traditionnelle. Quand on est arrivé début janvier, fallait rattraper des matchs. Ça a forcément des incidences, c'est une évidence. Et le calendrier qui va être très dense dans les jours à venir, Raphaël, a commencé déjà par les 30e et 31e journées. Oui, exactement. Et puis aussi les confrontations, le calendrier des confrontations entre les équipes du top 4, parce que c'est peut-être là que le titre va se jouer. On n'exclut pas Monaco, mais Monaco va jouer Lille, va recevoir aussi l'Olympique Lyonnais, donc ils sont peut-être pas finalement sortis de la course s'ils prennent 6 points sur ces matchs-là. Il va y avoir ce Lyon-Paris Saint-Germain le 21 mars, PSG-Lille, Lyon-Lille, bref, il y a encore des confrontations entre adversaires directs pour la lutte pour le titre, donc
rien n'est fait encore pour cela. Olivier, vous êtes le seul à avoir mis Lyon. Oui, alors je veux juste revenir quand même sur... Parce que vous aviez mis Lille tout à l'heure. Oui, Enfin, mais... cet après-midi. Ah bon? Ah bah oui. Mais non, mais alors, c'est parce que j'ai réfléchi un petit peu. Il a revu le match. Le problème de Lille, le problème de Lille, c'est que tant qu'ils seront à leur place, ça ira. Parce que par exemple, hier soir... Vous veux dire à la première place? À la première place. Ah bah oui, c'est rare. Non, mais je veux dire, il y aura cette forme de sérénité, de poursuite, d'aller vers l'avant. Le jour, je souhaite que ça arrive le plus tard possible, mais le jour où l'une des, soit Lyon, soit Paris, passe devant, j'ai peur que là, les Lillois prennent un coup. Franchement, parce qu'ils ont, par rapport à Lille et Paris, par rapport à Lyon et Paris, ils ont toujours été en tête. Toujours. Lyon, pourquoi Lyon? Parce que moi j'ai aimé ne serait-ce que le but qu'ils ont marqué par la réaction de Depay, la générosité, l'envie, la façon dont il a fait son appel, il a bloqué le défenseur, il se relève, il tacle parfait. Pour le centre, la reprise d'Aouar, elle est belle. Je trouve que, certes, la première mi-temps était aussi un petit peu soporifique, mais ensuite on a retrouvé quelque chose quand Aouar est rentré. Il a amené un petit peu un peu plus de simplicité dans le jeu. Je sais pas si Slimani côté gauche, côté droit, je crois. Côté droit, c'est pas bien. Côté droit, pardon, c'est bien. Mais non, mais si, on sait que c'est pas bien. Non, c'est pas bon. On l'a vu, voilà. Non, mais on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire quand même. C'est peut-être pour ça que Garcia le mettait pas plus que ça finalement. J'ai presque Lyon, on sait qu'ils vont être déterminés jusqu'au bout, pardon. Mais oui, non, mais pour Slimani, c'est facile de mettre à droite et de dire non, effectivement, ça le fait pas. Vous voulez dire la preuve par l'absurde? Bah ouais, c'est injuste. Oui. Vous connaissez les entraîneurs qui font ça des fois. Franchement, c'est complètement. Non, mais c'est un peu injuste pour lui. Alors, mais en même temps, de toute façon, la situation, elle est quand même assez simple. Le meilleur avant-centre, c'est Depay, et il joue avec un attaquant. Le meilleur, il joue, point. Et pour Slimani, tant pis. Ça interroge plus sur la nécessité d'avoir un joueur comme Slimani sur le banc. Et sur le fait que le Môme Cherki, qui avait été bon une demi-heure à Marseille, n'ait pas eu une minute hier soir, alors que lui, il peut jouer sur le côté droit et amener le profil pour hier, plus de finesse technique, plus de créativité. Mais pour le pauvre Slimani, c'est difficile. Oui. En tout cas, Rudy Garcia a été soulagé hier après la courte victoire de Lyon face à Rennes. Écoutez. Content d'avoir gagné ce match-là, puisque je pense que c'est aussi la volonté des joueurs en deuxième période et leur état d'esprit qui a fait cette deuxième période et cette volonté de gagner qui a tout emporté. Alors moi je suis un peu surprise parce que personne ne m'a parlé du Paris Saint-Germain quand même, le Paris Saint-Germain qui comptait énormément de blessés hier. Alors certes c'était face à Bordeaux qui ne va pas très bien, mais ça prouve quand même même si on le savait, qu'il y a de la qualité du côté du Paris Saint-Germain et qu'il faudra quand même compter sur eux parce que finalement on a parlé de Monaco la semaine dernière en disant que c'était l'équipe incroyable. Hier Monaco a perdu. Là on parle beaucoup de Lille, on parle beaucoup de Lyon et pas du Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement c'est pas une bonne chose pour le PSG d'être outsider? Non, mais ce qui est intéressant pour le Paris Saint-Germain sur la rencontre d'hier, c'est que disons les seconds couteaux ont été plutôt corrects. Sarabia, il était vraiment en dessous de tout. Il avait la tête à l'envers. Le but d'hier va lui faire du bien. Rafinha a enfin récupéré de son Covid. Il a un peu plus de temps de jeu. Et sur la première période, il a été intéressant, même si en deuxième, il a pioché physiquement. Il y a beaucoup, malgré les absences répétées des joueurs offensifs, la charnière Marquinhos-Kimpembe tourne peu. Donc ça permet de travailler les automatismes, que cette charnière se développe. Et Navas, encore hier, qui sort l'arrêt qu'il faut. Donc il y a 2-3 signes positifs. Mais je crois que c'est Seb qui l'a dit tout à l'heure. Il est injugeable ce PSG parce que quand il y a toutes les stars, elle est totalement déséquilibrée cette équipe et on dit qu'elle est injugeable parce que les matchs. Non mais c'est vrai. On dit que c'est pas de la Ligue des Champions. C'est extrêmement compliqué. En plus, ils ont changé d'entraîneur. Enfin, elle est illisible. Ça fait 2 mois là. Pochettino il est là depuis 2 mois. Mais avant on se disait ils sont en bout de course avec Tourelle. Là c'est trop tôt pour Tourelle pour juger la patte Pochettino. Donc je veux dire c'est compliqué de lire le Paris Saint-Germain avec toutes les absences, les changements qu'il y a eu. Je vois pas le niveau réel de cette équipe. Que ça soit compliqué, c'est une chose. Mais moi, c'est notre boulot quand même. Comment? Oui, non, mais moi je suis pas d'accord. Je te trouve gentil. Moi je trouve que hier soir, le Paris Saint-Germain, moi j'ai regardé le match dans 5 minutes, mais c'est d'un ennui total. À part le but. Mais à part le but, il se passe rien. Tu m'as dit la même chose pour Lyon. Tu t'es ennuyé à part le but. Mais ils s'ennuient tout le temps. C'est pas PSG. C'est pas PSG, Lyon. Ça mais sauf que Lyon avait tous ses joueurs. Mais ça n'a rien. Non. Ça n'a rien à voir. Mais quand même, ça n'a rien à voir. Bah oui, si Aouar est. Ne me dites pas ça. C'est pas possible. C'est tout. Qu'est-ce que t'attends sur le Paris Saint-Germain hier? Mais j'attends de voir autre chose que ce que j'ai vu hier soir, même avec des seconds couteaux. Après, on peut noter. Les seconds. Pardon, je veux juste finir. Mais les seconds couteaux dont tu parles, c'est des joueurs qui, dans d'autres clubs, même dans notre championnat, seraient au top.
Après, Donc ne me dis pas que c'est des seconds tours. Moi j'ai trouvé que c'était mièvre. Après hier, ils ont réalisé une performance, c'est que c'est la première fois depuis que Mbappé, Neymar et Di Maria jouent ensemble, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain gagne sans ces trois stars de devant. Ça c'est quand même une petite avancée. Et juste je voulais vous remontrer. Ils n'ont pas joué le Real Madrid Jusqu'à non plus, présent, jusqu'à sans les trois, Savoie ne l'avait pas fait. C'est une petite performance. Voilà, c'est une statistique. Je vous la donne. Après vous l'interprétez comme vous voulez. Mais après, si l'exploit du PSG, c'est de ne pas avoir perdu pour la 7e fois cette saison, c'est une stat. On peut quand même relativiser. Ça c'est clair. Mais c'est une stat. Des petits éléments supplémentaires. Et juste pour situer ceux qui n'ont pas forcément vu l'équipe qui avait remontrez-nous cette équipe. Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, pardon. On s'y perd. Mais c'est pareil. Regardez, C'est bien le problème. Non mais il y avait des joueurs qui étaient un petit peu mis à la cave, qui jouaient moins. Rafinha, même Danilo, depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin, Colin Dagba qui a été un petit peu relancé, Sarabia qui a marqué quand même le but de la victoire. Il jouait plus trop également, ou alors quand il faisait des entrées. Puis Julian Draxler aussi qui était, on disait, perdu pour le football. Enfin voilà. C'est que des joueurs, il est en équipe nationale. C'est que des internationaux à 500 000 euros par mois. Il est en train de nous dire, franchement. Perdu pour le football. Si vous me dites que ces derniers mois il a eu des performances extraordinaires, Julian Draxler. Il faut quand même reconnaître qu'il était toujours en sélection allemande. Quand même. Oui. Mais ça va. Mais parce qu'il y avait beaucoup de blessés avec la nationale Mannschaft aussi. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs allemands quand même. Oui. Juste parce que Olivier me dit exploit, etc. J'ai pas parlé d'exploit, j'ai juste que le Paris Saint-Germain. On a bien compris ce que tu voulais dire. Mais ça, si tu l'as pas dit, on l'a bien compris quand même. Pas du tout. Le Paris Saint-Germain, ils ont paumé des matchs avec Neymar et compagnie à Lorient. Quand ils gagnent avec les seconds couteaux à Bordeaux, c'est bien comptablement, c'est intéressant. Fumigène. Mais non, comptablement. Enfin, là, on est d'accord. Mais c'est ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas, c'est ton pull qui te rend sourd. Impressionné, t'as répondu nul quand même. Et après, tu nous fais un quart d'heure sur le PSG. Parce qu'on me pose une question, je réponds à madame. On va voir les cotes, on va voir les bookmakers, c'est pour vous mettre d'accord. Pour eux, quel est le favori aujourd'hui pour le titre, par exemple? Ça reste le Paris Saint-Germain et on va comparer par rapport à la dernière journée de Ligue 1. Donc la colonne de gauche, c'est le 28 février après la précédente journée et donc après celle d'hier. Donc vous voyez que Lille, ça n'a pas évolué, ils sont toujours outsiders, tout comme l'Olympique Lyonnais qui a gratté un petit peu le Paris Saint-Germain, mais le grand perdant de cette journée, vous voyez, ils étaient à 8 après dimanche 28 février. Et bien là, ils sont désormais cotés à 20 les Monégasques. Les bookmakers ne croient plus à la semaine prochaine de Monaco. Et ben, rien ne le dira, Sébastien. Vous viendrez dans l'émission et vous le saurez. Monaco qui est à 7 points de Lille, donc leader du championnat. Thibaut, sur les réseaux sociaux, on est plutôt pour qui alors? C'est compliqué de s'y retrouver. En fait, suite à la journée d'hier, ça y est, il y a un petit classement, un petit top que je peux vous présenter. Lille a fait le plus parler sur les réseaux via l'outil de veille des réseaux VisiBrain. Je peux vous montrer que c'est le match de Lille grâce aux 2 buts dans les arrêts de jeu en toute fin de match de Jonathan David qui a fait exploser les compteurs. 47 000 tweets pendant les 90 minutes de Lille-Marseille. C'est en fait le même nombre de tweets. Non, on est en Ligue 1 et on est en milieu de semaine. Oui, c'est vrai. Estelle, on n'est pas aux 2,5 millions de la Ligue des Champions Barcelone-PSG. On est sur 47 000 et c'est exactement le même score que pour Bordeaux-Paris Saint-Germain. Donc voilà, les 2 matchs étaient au coude à coude. C'est les 2 matchs qui ont suscité le plus de réactions. Du côté des comptes Twitter, Lille, en effet, a proposé des images de futurs champions. La réussite du champion, l'équipe qui a marqué en toute fin de match. Regardez ces images de vestiaire proposées par le LOSC. Là, ce sont les codes de popularité, mais regardez ces images de vestiaire. Olivier Létang, Sylvain Armand qui félicite les joueurs ici dans le vestiaire. On a aussi le compte Twitter du LOSC qui a proposé ce visuel. Le leader vous salue avec Iconé et Jonathan David aussi qui font un signe. Il y a du côté des commentaires des supporters vraiment quelque chose qui se dégage avec ce LOSC comme une réussite de futurs champions. Voilà, à vous de faire la légende de ce vestiaire en joie après cette victoire in extremis. En numéro 2 reste le Paris Saint-Germain favori. Ah non, regardez qui est-ce. Eh ben oui, c'est Franck McCourt. Cet homme pense pouvoir gagner la Ligue des Champions avec l'OM. Il y a 0 vanne. Je voulais juste vous montrer ça parce que ça fait partie des commentaires de ce match Lille-Marseille, bien sûr. Donc du côté du PSG, deuxième favori, même après la rencontre d'hier, Giovanni qui n'était pas terrible, mais qui a permis de rapporter 3 points comptablement. Rafinha a beaucoup plu, métronome, 92% de passes réussies. Voilà, il est actif et comme on le disait hier, les supporters le veulent sur le terrain. Et puis Mbappé qui a suivi ça encore une fois via les réseaux sociaux aujourd'hui. Journée banale au boulot, met-il, après avoir gagné les exercices hier soir. Il tweetait pour féliciter Pablo Sarabia. Yes sir, oui monsieur, s'il vous plaît. Donc Kylian Mbappé qui a suivi l'équipe. On sent une équipe du PSG selon ses supporters qui a vraiment de l'entrain et qui veut gagner tous ses matchs pour finir champion. Et enfin troisième, Monaco est décroché dans le top des supporters. C'est l'Olympique Lyonnais. 3 points précieux. On se dit que finalement si l'OL joue comme ça mais continue de prendre des points comme ils le font avec l'entrant Aouar qui a été décisif, qui a fait aussi une petite vidéo, eh bien ça peut quand même porter l'OL jusqu'au titre.
Bah, écoutez, on espère pour eux. Bien sûr, Thibaut, dans un instant, il y aura bien sûr le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 28e journée. Allez, dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 28e journée. Mais avant cela, toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir. Et on commence Raphaël avec la formidable enquête du jour. Oui, on a retrouvé sur le site L'Équipe qui dévoile des images exclusives des incidents de la commanderie. Souvenez-vous, le 30 janvier dernier, plusieurs centaines de supporters de l'OM ont pris d'assaut la commanderie. Une cinquantaine de ces supporters ont forcé l'entrée du bâtiment. L'Équipe s'est procuré les images qui sont à visionner sur le site L'Équipe en exclusivité. Un extrait à vous proposer. C'était un moment de choc. Samedi 30 janvier, de graves incidents éclatent à la commanderie. Ils ont surpassé tous les limites là. Alors que l'OM doit affronter Rennes dans la soirée, plusieurs centaines de supporters décident de mener une opération coup de poing au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. L'équipe a eu accès aux images des caméras de surveillance qui permettent de reconstituer le déroulé des événements. Il est 14h ce samedi lorsque des supporters garent leur voiture au stade Arsène Manelli, situé à 900 mètres du centre d'entraînement. Ils sont entre 300 et 350 selon des documents de la police, venus de toute la France, la plupart habillés en noir, masqués ou cagoulés. Ils avancent en cortège en direction de l'entrée principale. L'information d'un rassemblement a été diffusée via Twitter, Snapchat et directement par SMS entre supporters. On y évoque une grosse action à venir. Et sur place, la manifestation prend rapidement une tournure violente qui surprend les stadiers et la quinzaine de policiers chargés d'assurer la sécurité. Un groupe d'environ 150 supporters se dirige vers la porte. À 14h35, la caméra de surveillance de l'entrée montre les premiers fumigènes envoyés par-dessus la grille. Quelques supporters se munissent alors de barrières trouvées sur place pour tenter de forcer l'accès. Voilà, c'est un document absolument exceptionnel proposé par le site de l'Équipe. On y voit notamment des supporters qui prennent à partie Pablo Longoria ou encore l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas. Voilà un document exceptionnel. Allez le voir là sur le site de l'Équipe, évidemment, l'équipe.fr. Le dégraissage du jour, Raphaël. Souhaité par Pablo Longoria, le nouveau président de l'Olympique de Marseille, qui voudrait se débarrasser de Dimitri Payet et de Steve Mandanda. C'est selon les informations du journal L'Équipe. Alors, il souhaiterait repartir la saison prochaine, mais sans Dimitri Payet. Pourtant, prolongé l'été dernier, proclamé Marseillais à vie par son prédécesseur, Jacques-Henri Hérault. Et puis Steve Mandanda, qui a commis une erreur, on le rappelle, hier, sur le but de Jonathan David. Et bien, lui aussi serait sur la sellette. On y croit à ça, Vincent Duluc, parce qu'effectivement, Dimitri Payet devait être Marseillais à vie jusqu'en 2024, directeur sportif. C'est un peu... Dire que, dans la mesure où on n'y croyait pas l'été dernier, on a le droit de pas y croire non plus aujourd'hui. Enfin, de pas croire qu'il va durer, en tout cas. Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent ? Enfin, pardon, on va pas le payer jusqu'en 2024 si... ça paraît compliqué, quand même. Au moins, il a lissé son salaire. Donc, on va dire qu'annuellement, la charge est un tout petit peu plus légère pour l'OM. C'est pour ça qu'il a signé pour plus longtemps. Mais s'il refuse de partir, oui, ça va être très long. Ouais. Il a le droit de refuser de partir. C'est bien le problème. Après, tout dépend... c'est toujours pareil. Les joueurs, d'un côté, il y a l'amour du jeu, de l'autre côté, il y a le contrat. C'est à lui de voir. Mais il n'aura pas les deux à Marseille, visiblement. Il n'aura pas et le jeu et le contrat. Mais il a raison, Pablo Longoria, de vouloir se séparer de ces deux cadres de l'Olympique de Marseille, Mandanda et Payet, Sébastien ? Ouais, Mandanda, on peut discuter. Payet, on sait bien que c'est un souci. Ce qui est totalement fou, c'est d'avoir signé ce contrat à l'époque. Et je pense qu'on était quand même nombreux à le dire, parce que oui, sur le plan financier, sur le plan comptable, c'était intéressant pour l'Olympique de Marseille, mais c'était un problème pour le lendemain. On sait bien que Payet a déjà du mal depuis 2-3 ans à faire des saisons complètes. Il y a peu de chances que, comme ça, du jour au lendemain, il soit constant. Il va à nouveau être bon. Moi, je pense qu'il va à nouveau être bon de temps en temps, sur des périodes. Mais comme on ne sait pas quand. Mais si, non, mais ça peut être en fin de saison. Franchement, c'est un joueur qui, lorsqu'il est en bon état physique, est au-dessus de la très grande majorité de ses coéquipiers. Bien sûr. Donc, et il est encore capable de jouer, mais il n'a pas de constance. Donc, c'est un gros souci pour l'Olympique de Marseille quand tu veux construire quelque chose.
On va passer au discret du jour. Nasser Largué qui vit ses dernières heures en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. De premières rumeurs concernant l'avenir du responsable donc de la formation de l'OM ont fuité, à l'image d'un retour peut-être un camp en conférence de presse, en tout cas hier. Largué est revenu sur cette rumeur. Ah, ouais, c'est embêtant. Oui. Ah, mais il n'y a pas de son. Mais il disait quoi donc, en du gros, coup non, c'est une rumeur, il y a d'autres touches, etc. Donc, mais il est plus à Marseille, il est viré en revanche. Il est en fin de contrat, et on peut pas dire que les relations avec son président soient bonnes. Donc elles sont visiblement même exécrables. Donc a priori, il va partir, oui. Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage parce qu'on était tous là à dire c'est bien, Nasser Largué, la formation, et puis tout d'un coup il part. Donc voilà. Oui, mais moi ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on puisse faire des annonces déjà maintenant. C'est ça. Parce que déjà, Largué... Mais c'est pas des annonces, c'est une information de Guillaume Dufy. Oui, d'accord, mais bon, il a pas inventé, qui fait son Guillaume. travail. Oui, mais justement, il l'a pas inventé. Il l'a pas mais inventé. Il n'y a pas une volonté de communiquer. Mais c'est quand même assez bizarre, déjà, à ce moment, de commencer à parler de Payet, de Mandanda. Moi, je trouve ça surprenant, parce que, alors que tu veuilles éliminer ces joueurs-là, ça veut dire quand même d'abord, il faut qu'il y ait leur accord, ce qui est pas gagné non plus. Et ça oblige, déjà, à créer quelque chose de nouveau. Oui, mais on est d'accord, mais Olivier, on est en mars. Oui. C'est normal qu'un club anticipe ce qu'il veut faire l'année prochaine, et notamment peut-être, mais ils vont pas attendre le mois. Surtout s'ils doivent chercher un gardien. Oui. Puis c'est des dossiers compliqués parce que c'est des gros salaires. C'est quand même pas encore remis au top du top, Marseille. Oui, enfin Marseille vise pas le titre. De toute façon, il vise pas grand-chose. L'ambiance, elle n'est pas... Attendez, moi je suis surpris de voir ce genre d'informations qui fuitent. Quoi. Même si l'image elle est positive, c'est vrai que les supporters sont en train un peu de se retourner vis-à-vis aussi de Nasser Largué, parce qu'il y a par exemple Espoir du foot qui nous dit l'intérim, c'est 7 points pris en 7 matchs, c'est donc un bilan de relégable. Très surpris d'ailleurs de voir les commentaires aussi positifs sur son coaching, tant ce qui a été proposé est faible. Alors il a hérité des lacunes du passé, mais quand même, c'est vrai que 7 points en 7 matchs, c'est pas non plus... Enfin, il a joué Lille, Paris. Il a joué Lille, Lyon, Paris. Il faut dans un contexte exécrable. Et puis dans un contexte, effectivement... il a lancé Kaoui. Non, voilà. Il a quand même ramené de la sérénité, du calme. Oui, mais tout à fait. Je serais plus en colère contre le contrat de Payet que contre Nasser Largué si j'étais Marseillais. Puis ça leur coûtera plus cher. Oui, a priori. Énormément de choses, des choses bien, des choses moins bien. On va voir ça tout de suite dans le baromètre. C'est parti. Et on démarre ce baromètre avec ce qui nous a plu hier soir. Beaucoup de choses nous ont plu. Voici les tops du baromètre. Et parmi les tops, il y a un entraîneur, c'est Franck Hez, l'entraîneur de Lens, 5e de Ligue 1. C'est le triple top. Exactement, après la victoire 3-2 à Saint-Etienne. Le Racing Club de Lens qui compte 44 points après 28 journées de Ligue 1. C'est le meilleur total pour un promu à ce stade de la compétition depuis l'AS Monaco lors de la saison 2013-2014. On va écouter l'entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Hez, content de la performance de ses joueurs et de cette 5e place. Donc c'est une belle victoire, Saint-Etienne, c'est quand même des endroits où c'est bon de gagner, et puis c'est bon toujours de gagner, mais voilà, il y a des endroits qui font plaisir, et c'est le cas ce soir. Alors Franck Hez, donc l'entraîneur de Lens, 5e de Ligue 1, compte tenu de l'effectif de Lens, est-ce que c'est pas le meilleur entraîneur de Ligue 1 justement pour vous, Giovanni? Le meilleur, je sais pas, mais il réussit quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est qu'il a eu pas mal de recrues à intégrer, parce que Lens a recruté 10 joueurs cet été à l'intersaison, que le schéma de jeu est très clair, qu'on prend beaucoup de plaisir. C'est une équipe qui à la base jouait la relégation et qui l'empêche pas de produire du jeu. Quand ça a été un petit peu plus compliqué, il n'a pas changé son style d'équipe, et puis il y a des joueurs qui se révèlent. Je pense évidemment à Klose qui arrive de D2 en Allemagne, qui est absolument exceptionnel. Hier, il jouait sans Gaël Kakuta, c'est Seko Fofana qui jouait, qui a été très très bon. Il arrive bien, je trouve, à changer quelques joueurs dans son 11 et avoir un groupe totalement homogène, et la qualité de jeu ne baisse pas, donc c'est absolument prodigieux ce que fait Franck Hez avec Lens. Voilà, et on rappelle évidemment que Lens est promu, et pour l'instant, Lens est bien parti pour se qualifier pour la petite Coupe d'Europe. Vous savez, la nouvelle Coupe d'Europe conférence de l'année prochaine. Le deuxième top de ce baromètre, c'est Strasbourg, vainqueur de Monaco hier, 3 jours après son nul face à Lille. Et un succès 1-0. On va écouter Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, content d'arrêter la dynamique de Monaco. On arrive à arracher la victoire dans les derniers instants, je pense, parce qu'il y a un dernier rush et qu'on est bien physiquement. Parce que Fred, il se sent bien et il va jusqu'au bout, quoi. Il va jusqu'au bout.
Donc c'est bien qu'on ait des garçons qui aillent de l'avant, qui prennent des risques et on s'est procuré quand même pas mal de situations. Pour une équipe qui venait de faire 2 clean sheets, qui marquait 2 buts à chaque match quasiment depuis un petit moment, je trouve qu'on a bien cadenassé, voilà, c'est tout, c'est bien. On a bien défendu et je trouve qu'on s'est bien projeté aussi, donc ça c'est bien. Voilà, Strasbourg qui réalise une super semaine, hein. Évidemment. Vincent, est-ce qu'ils méritent mieux que leur 14e place? On est assez étonnés, compte tenu de ces résultats, de les voir juste là, quoi, au classement. C'est compliqué, ils ont quand même quelques naïvetés. Moi, je les avais vus perdre à Lyon, où vous avez été joueurs, où vous avez eu des occasions, où vous avez produit du jeu, mais à la sortie, voilà, ils avaient été assez loin du compte. Tout en montrant des bonnes choses. Là, effectivement, ils ont réussi à montrer à la fois des bonnes choses et puis à tomber la meilleure équipe française des 2 derniers mois. Donc c'est une vraie performance. C'est moral par rapport à ce qu'ils font dans le jeu, par rapport à ce qu'ils essaient, au moins ce qu'ils essaient de faire dans le jeu, parce que c'est pas toujours réussi. Mais ils ont toujours des intentions, ils ont toujours envie, ils ont toujours. Mais il y a quand même des limites qui font qu'ils sont 14e, ils ne sont pas par hasard, on peut pas faire le contraire quand même. Et c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, quoi. Comme Brest par exemple. Oui, absolument. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Non, c'est D'ailleurs, vrai. c'était une critique qui était faite. Mais ils ont eu des problèmes aussi de préparation. Souvenez-vous, ils ont eu 15 jours touchés par le Covid, ils n'ont pas pu se préparer, etc. Donc effectivement, l'année 2021 se passe mieux que l'année 2020. Le 3e top de ce baromètre, eh bien, c'est Jonathan David, auteur d'un doublé hier avec Lille et meilleur buteur de Ligue 1 en 2021. Et on va le voir, le classement 2021. Regardez donc le classement des buteurs en 2021 dans le championnat. Jonathan David, premier avec 7 buts devant Mofi, Depay, Ben Yedder et Moïse Kean. On va écouter, tiens, le coach de Jonathan David, Christophe Galtier, sur les qualités et les défauts de son attaquant. Écoutez-le. Très atypique dans son comportement, souvent relâché, très relâché, quelquefois à mes yeux trop relâché. Mais voilà, il est comme ça, c'est sa personnalité. Il n'a pas le stress, il n'a pas de pression, il est, je le répète encore une fois, atypique. Mais voilà, il est opportuniste. Depuis en 2021, il est là, il marque des buts importants. C'est bien, mais aussi il a été recruté aussi pour cela. Hein. Voilà, et plus grosse recrue de l'histoire de Lille. Olivier, c'est vrai qu'on était inquiet pour lui en 2020, on va pas se mentir. Et là, c'est peut-être lui qui va permettre à Lille de devenir champion. C'est une super histoire, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il a eu énormément de mal à s'y mettre, à marquer des buts, à se trouver dans cette équipe lilloise. Et là, depuis 2021, c'est génial. Moi, j'adore parce que c'est un attaquant. Alors, Christophe Galtier dit qu'il est atypique, mais il est sur les bons coups à chaque fois. Il a la qualité pied droit, pied gauche. Il est dans les espaces. Il bouge beaucoup. Il remise aussi. Et puis, il est là à l'endroit où il faut. C'est-à-dire que sur le premier but, eh ben, il a la vivacité pour venir mettre ce ballon au fond des filets qu'a relâché Mandanda. Dans le deuxième, il demande bien, il se libère bien à l'espace. Il a un petit peu de chance parce que son espèce de pointu ou son faux contrôle va taper Mandanda, mais il est là tout de suite, il est attentif au jeu. Pied droit, il remarque le but. Non, c'est bien et c'est lui qui peut peut-être faire grand bien à cette équipe lilloise. Thibaut, les tops des internautes. Dans le top des supporters, il y a Jean-Lucas du Stade Brestois qui l'a emporté, ils ont battu Dijon. Lui qui est prêté par l'Olympique Lyonnais. Sur les réseaux, on nous dit Jean-Lucas, c'est la classe. Il a été passeur décisif. Il fait partie de l'équipe type, justement, de cette 28e journée. Vous voyez ici dans ce beau milieu de terrain. Donc Jean-Lucas a séduit les supporters, tout comme Arnaud Calimundo. Encore une fois, je vous en parle, l'attaquant lensois, pour gratifier aussi le RC Lens. Il a marqué 6 buts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur né au XXIe siècle dans les 5 grands championnats européens. Des passeurs, buteurs hier. Et puis, en parlant de Jonathan David, juste la petite réaction d'un supporter, Michael Four, qui commente les matchs pour le LOSC via les réseaux sociaux. Regardez, si on peut écouter sa joie au moment du but de Lillois de Jonathan David. Est-ce qu'on a le son? Non. Oui, on l'a pas. Bon, non, on n'a pas. Vous pouvez l'imaginer. Il est heureux. Mais ça avait l'air bien. En tout cas, ça avait l'air très très bien. En tout cas, et en plus, je peux vous dire qu'il raconte qu'en fait, il ne sait pas qui a marqué, mais il est content. Voilà. Autre fait à vous raconter sur Jonathan David, c'est que André Villas-Boas, le 23 octobre, disait Jonathan a coûté 3 fois le prix de Benedetto, il ne marque pas non plus. Tout ça pour vous dire que quelques mois après, le foot a bien changé. Double buteur. Voilà Jonathan David. Et puis également Gilbert, le latéral, la trouvaille du Racing Club de Strasbourg, qui a délivré 2 passes décisives sur les 2 derniers buts du RCS, du Racing Club. En effet, c'est une vraie trouvaille. Bon, maintenant, je vais trouver le courage d'annoncer à ma famille que j'aime un homme. C'est Gilbert, c'est un supporter du Racing Club de Strasbourg qui le dit, parce qu'ils sont vraiment tombés sous son charme. Ils l'adorent et ils trouvent que ça fait la différence. Ça leur a fait clairement oublier Kenny Lala.
On va parler maintenant de ce qui nous a moins plu hier lors de la 28e journée de Ligue 1. Voici les flops, et parmi les flops, évidemment, il y a Monaco qui a peut-être dit adieu au titre après sa défaite face à Strasbourg. Ouais, désormais 4e donc de ce championnat, mais à 3 points de Lyon qui est 3e et 7 points de retard sur le leader, le LOSC. On va écouter l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac. On n'est pas invité pour le titre, c'est ce qu'il dit et ce qu'il répète depuis plusieurs semaines. I said this is football, j'ai dit à mes garçons que c'est le football, qu'il fallait l'accepter. Alors dans les 2 derniers mois, lors des 2 derniers mois, on a obtenu de superbes résultats, on a développé un très beau football. Mais voilà, je ne bouge pas de mon opinion, c'est ce que je vous disais, on n'est pas une équipe armée pour gagner le titre cette année, donc voilà, sinon on aurait peut-être obtenu le match nul ou même une victoire aujourd'hui, donc on continue et puis on va se concentrer pour arriver à la 4e place. Sébastien Tarago, Monaco qui est à 7 points de Lille, le leader qui est désormais à 4 points du podium, c'est mort pour les deux ou il y a encore une chance de faire quelque chose? Non. Bien sûr que non. Ils n'avaient pas perdu un match depuis la mi-décembre. C'était contre Lens d'ailleurs, mais franchement, c'est une dynamique exceptionnelle. Vous avez le droit de perdre un match tous les 15 matchs quand même. Ça peut arriver, même si c'est à Strasbourg. Mais on a dit... Là, les points coûtent cher quand même. Mais oui, mais ils partent de très très loin. C'est ça. Donc il y a 3 mois, aurait pu imaginer que Monaco puisse lutter, même pour la Ligue des Champions. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu grand monde. Moi, je trouve qu'il est cohérent depuis longtemps et il n'y a rien à changer fondamentalement là sur la fin de saison. C'est un projet là qui, faut-il l'espérer, va se jouer sur au moins 2 saisons avec des très jeunes joueurs qui sont parfois naïfs, notamment en défense, qui ont une marge de progression considérable. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, c'est un accident. Moi, je n'exclus pas du tout qu'ils finissent encore en boulet de canon. Ouais, mais ce qui est quand même, moi j'ai trouvé hier soir dans le match, c'est dans l'attitude. L'attitude des joueurs de Monaco. Moi, je les ai trouvés, mais pas du tout dedans. À l'image du but qu'ils encaissent, c'est la progression du joueur alsacien. Elle est tranquille. Personne va le presser. Personne monte sur lui. Il y a une attitude tout le long du match. Ils n'ont pas eu d'occasion. Comment? Ils n'ont pas eu d'occasion. Oui, non, mais je veux dire, mais dans l'attitude, tu vois, presque, allez, on vous laisse, on n'y est plus, et on comprend pas, parce que quand on voit la débauche d'énergie, par exemple, qu'ils ont lâché contre le Paris Saint-Germain, c'était quand même assez exceptionnel. Ça, c'était beau, c'était fort. Et puis, là, tout d'un coup, oh là, on laisse tout tomber. Alors, je veux bien croire qu'effectivement, il y a des jeunes joueurs, mais quand même. Le deuxième flop de ce baromètre, c'est Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, battu par Lens, c'est 16e de Ligue 1. Ouais, et on va voir la déclaration de Claude Puel. 5 points, on le rappelle, 16e avec 5 points d'avance sur Nîmes qui est 18e. Il tire la sonnette d'alarme. Quand les points s'offrent à nous, il faut être en capacité de les prendre. C'est ce qu'on n'a pas su faire. Le signal d'alarme est déjà tiré. On sait qu'on joue le maintien. À chaque fois qu'on prend une gifle, on est à terre, on se relève, on bosse et on bataille lors du prochain match pour aller chercher 3 points. Alors c'est vrai qu'il y avait eu une embellie pour Saint-Etienne, Giovanni Castaldi. Là, Saint-Etienne retombe dans ses travers, on est inquiet, on n'est pas inquiet? C'est compliqué parce que je trouve que là où je le rejoins un petit peu, c'est que dans le contenu des Stéphanois, ça va un petit peu mieux. Ils ont des occasions, très clairement, il y a un manque d'efficacité criant dans les 2 zones de vérité. C'est une équipe en plus parfois qui est nerveuse, à l'image de Denis Bouanga. Tu as toujours l'impression qu'il est révolté, qu'il est en colère. Voilà, donc c'est une situation particulière, mais il y a 3 mois, on les enterrait, on disait qu'ils allaient descendre en Ligue 2 et ils sont pas Ils sont à 5 points de Nîmes qui est barragiste. Non mais évidemment, c'est pas un Saint-Etienne qui fait plaisir à voir. Évidemment, cette équipe, elle est en reconstruction totale. On va attendre de voir ce qui se passe en fin de saison. Mais je trouve que dans le contenu, c'est pas bon, mais c'est moins alarmant que certaines équipes. Quand je vois Dijon, quand je vois Nantes, je suis beaucoup plus inquiet que quand je vois l'AS Saint-Etienne. Alors justement, voilà, le 3e flop de ce baromètre, le triple flop, c'est Nantes battu par Reims et désormais avant-dernier du championnat. Ouais, défaite à domicile des Nantais. Cette équipe de Nantes est toujours 19e et reste sur 3 matchs sans victoire. On va écouter Antoine Comboiré qui nous expliquait en conférence de presse que ces joueurs étaient abattus. C'est très dur, très dur. Là, on sent des joueurs donc bien sûr très déçus. Ils sont pas loin de sentir de l'abattement, quoi. Vincent Duluc, Nantes battu hier soir 19e du championnat, ils y vont tout droit ou il y a encore un motif d'espoir? Non, il y a un motif d'espoir, mais bon, de toute façon, il n'allait pas gagner 3 matchs. Il n'allait pas gagner 3 matchs sur 4, ni 2 sur 3. Voilà, c'est pas le destin de cette équipe-là, avec ces joueurs-là.
Mais quand on voit les buts de Saint-Etienne et les buts de Nantes, on se dit quand même qu'il y a des destins parallèles et que les gardiens, qu'un bon gardien, ça rapporte 8 à 10 points par an, qu'un mauvais gardien, ça coûte 8 à 10 points par an. Et que ça soit Jessie Moulin ou Alban Lafont, j'ai peur que leur différence soit un peu négative. Et ça fait une différence énorme. Le foot du dimanche matin. Le foot du dimanche matin, c'est vous avez un bon gardien, vous avez un bon attaquant et vous débrouillez. Au milieu, vous remplacez, vous débrouillez. T'as raison. Et en Ligue 1, ils sont pas fichus de faire ça, les clubs. Non. Et je trouve que le niveau des gardiens en Ligue 1 a beaucoup baissé, alors qu'il y a 2-3 ans, je le trouvais assez haut et là, je le trouve assez bas. Thibaut, les flops des internautes? Méga flop des internautes, des supporters, c'est bien le FC Nantes. À l'image de ce compte parodique sur Twitter, Antoine Comboiré n'est pas son compte, golfeur, entraîneur du FC Nantes, mais c'est du génie. Alors regardez, réponse à ceux qui souhaitent depuis des semaines la Ligue 2 FC Nantes, pensez juste à certains salariés, rien à branler. Antoine Comboiré, autre message, bonne journée à tous, on continue ensemble, tampon, rien à branler, les jaunes et verts ont perdu, mais c'est pas grave. D'autres images à vous montrer, notre schéma tactique pour demain du Antoine Comboiré. Bref, voilà, vous avez compris la parodie. Encore aujourd'hui à Nantes pour vous montrer une banderole. C'est la Saint-Casimir. Bonne fête Valdemarquita. Voici le temps de vendre le club. Donc ça continue. Kita out de partout sur les réseaux sociaux. Allez, dans un instant, on parle de la très belle victoire du FC Barcelone hier face à Séville. Le PSG doit-il craindre une remontada? Tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle. On va s'intéresser à l'événement du jour. Et l'événement du jour, c'est la qualification du FC Barcelone hier soir pour la finale de la Coupe d'Espagne après une magnifique victoire 3-0 face à Séville. Ouais, remontada, ils avaient perdu le match aller 2-0. Ils ont réussi le miracle à revenir dans la partie. Ils ont été bien lancés par Ousmane Dembélé à la 12e minute qui ouvre rapidement le score pour les Catalans. L'international français, la superbe frappe. Et puis Ocampos avait une balle d'achever les Barcelonais sur ce pénalty qu'il manque face à Ter Stegen. Eh bien, les joueurs de Ronald Koeman vont en profiter. On est à la 94e minute. Ils arrachent la prolongation. Le centre de Griezmann pour piquer. Incroyable. 2-0 comme au match aller. Donc, on dispute la prolongation. Et c'est Martin Braithwaite qui va offrir la qualification dans cette prolongation au FC Barcelone à la 95e minute. Voilà, et on rappelle bien sûr que le Barça affrontera le Paris Saint-Germain mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il y avait eu 4-1 pour le PSG au match aller et on commence évidemment à envisager déjà une remontada du côté des joueurs du Barça. Écoutez Clément Langlais au micro de Karine Galli. Toujours pas de son. Toujours pas de son. Vous n'avez pas de moi alors. Donc il n'y a toujours pas de son, mais en fait ce que disait Clément Langlais, Raphaël, parce que vous avez la trad. Alors je la retrouve, il dit on a les armes si on joue comme ça ce soir. Voilà, on a les armes pour la remontada. Évidemment, c'est ce qu'il disait hier au micro de Karine Galli, mais nous n'avons pas eu le son, donc évidemment, c'est un peu embêtant. Bon, donc, comme le dit, oui, c'est un triomphe aujourd'hui. C'est des émissions raccourcies, tout ça, bon, on n'a pas le temps, tout ça. Bon, le Paris Saint-Germain, comme le dit Clément Langlais, doit-il craindre une remontada? Montrez-moi vos réponses. Stop. C'est pour moi? Pour Clément Langlais? Pour qui? Non mais stop un peu avec les trucs de remontada, etc. Mais on est obligé. Mais je sais, Estelle, mais... Ça va de soi, non? Voilà. Non pour Thibaut Vézirian. Pas possible pour Raphaël Sebaoun. Non, évidemment, pour Olivier Rouillet. Et pas du tout pour Vincent Deluc. Je vais commencer avec vous. Avec plaisir. Quoi? Non, évidemment. Oh, bah non, on est obligé. Mais non, mais ça va. Excusez-moi, c'est vous qui disiez avant le match de Manchester qu'il aurait fallu fusiller les gens du PSG s'il y avait une remontada. Bon, ils n'ont pas été fusillés, mais enfin, il y a une remontada. Non, mais là... Tu avais été nuancé. Je ne peux pas envisager. Non, mais c'est vrai en plus. Évidemment que c'est vrai. Oui. Non, mais je ne peux pas envisager que Barcelone va venir se qualifier à Paris. Je pense que offensivement, vu la qualité, la piètre qualité de la défense du Barça, je suis persuadé que Paris va marquer mercredi. C'est une évidence. Donc il n'y a absolument pas de remontada pour moi, même si hier soir, certes, le Barça a fait un match intéressant, mais c'est le premier depuis combien de temps? Ouais, c'est vrai. C'est un sacré bout de temps, mais non, surtout pas. Ne me parlez pas de ça. Non, alors là, ça va pas. Sébastien Tarago, vous êtes le seul sur ce plateau à y croire. Hein. Mais non, mais j'ai la question et je dis Paris doit-il craindre une remontada? Je me dis que si Paris ne craint pas la remontada, alors elle va arriver. J'espère que au Paris Saint-Germain, on n'a pas la prétention d'imaginer que la qualification est déjà acquise. Bon, il faudrait quand même que le Barça gagne 4-0. Enfin, c'est pas acquis non plus. Hein. Mais non, mais si jamais ils étaient dans votre état d'esprit, là, tous sur le plateau, c'est fini l'histoire. Il faut absolument qu'ils se prépare à jouer un match difficile de Coupe d'Europe. Sinon, la catastrophe va arriver, évidemment. Mais peut-être que la catastrophe arrive quand tu penses que c'est possible. Oui. Bah c'est ça. C'est ambigu, quoi. Non, c'est ambigu. Non, mais moi, je dis juste qu'ils doivent se préparer à un vrai match de Coupe d'Europe. Ils sont pas à la plage. Peut-être que si tu es persuadé que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas.
Ah, oula, ouais, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, si tu as peur, si tu commences à dire oulala, mais ils auront, mais Vincent, ça va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver, si on prend un but, oulala, on risque d'en prendre 4. Mais si jamais. S'ils prennent un but dans les 5 premières minutes, croyez-moi, si jamais ils sont pas prêts à disputer un match de très haut niveau et qu'il y a 2-0 à la mi-temps, je vous garantis que là, ça peut quand même être. Oui, mais il y a une différence entre se préparer à un grand match et puis se préparer à ce que ça se passe mal. C'est deux choses différentes. Mais je pense que la peur doit être là. Et en tout cas, Michel Hidalgo, la peur n'évite pas le danger. Ça, c'est sûr. Il n'y a que lui qui disait ça. C'est le premier qui l'a dit. Mais après, non, mais parce qu'après, Vincent l'a beaucoup écrit. Non, tu l'aurais copié. On peut avec Vincent. Mais non, mais en plus, là, le problème, Piqué, qui est pas bon, mais qui est très important dans cette équipe, va être forfait, a priori, à part un nouveau miracle médical, comme il y en a tant. Bah oui, je constate. Hein, oui, bien sûr. Je constate qu'il y a beaucoup de miracles médicaux dans le football et dans le sport de haut niveau. Mais depuis 2 matchs, cette équipe, encore une fois, a changé de système. Elle joue à 3 derrière et ça rassure absolument tout le monde. Ça lui permet d'avoir aussi une autre projection offensive avec un duo Messi-Dembélé qui permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus moderne, je disais hier, parce que sinon ça ronronne. Et si jamais Koeman a assez de monde pour jouer à 3 derrière, parce que c'est pas sûr, alors je pense que c'est un autre visage que vous verrez du FC Barcelone. Alors on va rejoindre Karine Galli qui est restée à Barcelone. Elle a assisté au match hier, elle est toujours au FC Barcelone et elle a acheté les journaux, Karine. Alors est-ce que justement, Karine, est-ce qu'on commence à envisager une remontada dans la presse espagnole ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le terme remontada est beaucoup utilisé. Alors, du côté du Mundo Deportivo, c'était épico. Donc, pour épique, du côté de Sport, vous le voyez, on parle de grandioso parce que c'était grandiose. Ils nous disent également que c'est une soirée pour retomber amoureux du FC Barcelone parce que forcément, les supporters barcelonais n'ont pas pris beaucoup de plaisir cette année avec leur équipe. Ils nous rappellent aussi que c'est la première fois sous l'ère Koeman, lui qui arrive en août, que le FC Barcelone a la capacité de faire ce qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire être mené 2-0, être quasiment sorti d'une Coupe du Roi et puis finalement de renverser l'adversaire et de se qualifier après un match épique et évidemment l'égalisation de Piqué. Et puis il loue également l'attitude de Griezmann parce que Griezmann, vous le savez, ça fait 3 matchs de suite qu'il est sur le banc au moment du coup d'envoi, mais il a eu une attitude vraiment de 12e homme. C'est comme ça qu'ils le disent. Pourquoi ? Parce que pendant tout le match, il était dans les gradins debout, il encourageait et puis c'est lui évidemment qui fait ce centre magnifique pour la tête de l'égalisation de Piqué. Même si Piqué, vous l'avez vu, l'a un petit peu snobé, il est allé embrasser la caméra et fêter le but avec la caméra et un peu oublié Griezmann. Et puis, du côté aussi de ce journal, on parle de l'orgueil et on vous parle d'une remontada collective. Donc voilà, le terme remontada est vraiment employé dans la presse barcelonaise parce que forcément, ils ont envie d'y croire et puis ils ont envie de croire à une fin de saison un petit peu palpitante parce que sinon, c'est sûr que le FC Barcelone n'a pas beaucoup de choses à espérer d'ici la fin de la saison. Ah ouais, hein. Merci beaucoup, Karine. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai. Non, pardon de contredire Karine, mais en championnat, c'est pas terminé. Ils ont perdu 2 points très importants il y a 2 journées à la dernière seconde à cause d'une grosse erreur de Clément Lenglet. Mais attention, ils sont qu'à 5 points. Et ce week-end, il y a Atlético Madrid-Real Madrid. Peut-être qu'ils seront à 2 points en fin de semaine. C'est pas fini. Giovanni, vous avez 1 minute pour conclure. En fait, et ça ne va pas être simple car c'est vrai que nous sommes très en retard, évidemment. Est-ce que si le Barça est au niveau d'hier soir, est-ce qu'il y a danger pour le PSG ? Non, je pense que le Paris Saint-Germain va faire le boulot. Là où je rejoins un tout petit peu Seb, c'est qu'il faut pas qu'ils se préparent comme ils s'étaient préparés face à Manchester United, où là ils avaient pris ce match à la légère, ils avaient perdu au Parc des Princes. Mais je pense que cette équipe a prouvé sur le match aller qu'ils avaient beaucoup de qualité offensive et que le FC Barcelone était en difficulté. Donc voilà, je pense qu'ils vont se qualifier. Thibaut, en fait on termine avec vous évidemment. Du côté des internautes, on a peur, on n'a pas peur? Côté supporter du PSG, c'est le mot à bannir. On ne veut plus parler de cette remontada. Mais en effet, on ne fait que parler de ça puisque il y a eu ce match fabuleux hier sur la chaîne L'Équipe. Alors Koeman qui ne croit pas à une remontada, un 2-0 c'est plus facile à remonter, certes, mais ça fait parler. Le mot circule en effet. On a ajouté un chapeau à Dembélé qui est l'homme en forme et qui fait peur quand même aux Parisiens. Le changement tactique du FC Barcelone qui fait peur. Ce mot remontada un peu partout ici sur le compte Twitter Barcelone France. Ter Stegen qui se met à arrêter des pénaltys. Ocampos n'en avait jamais raté, ça fait peur aussi. Mais regardez quand on voit les commentaires en général, on nous dit impossible n'est pas le PSG, mais je n'y crois pas du tout. La remontada n'est pas possible. Il n'avait été possible que grâce à un arbitrage honteux. On a fait un sondage. Paris doit-il craindre une remontada? C'est quand même non à 61%. Merci beaucoup Thibaut. Allez, demain on se retrouve à un horaire tout à fait normal, 17h30 pour l'équipe d'Estelle. Merci à tous. Tout de suite, Olivier Ménard et toute sa bande, c'est l'équipe du soir. Salut.